l'image de la 3e édition des Pan-African Awards que For You Media se fait le plaisir de vous servir cet autre numéro de l'international, édition spéciale en direct de Yaoundé au Cameroun. Mais c'est toujours une co-présentation avec vous, Nguéné. Bonsoir. Bonsoir à vous, Siki Doumbé. Bonsoir bien sûr à nos nombreux téléspectateurs, ceux-là même qui nous rejoignent à l'instant sur les antennes de For You Media Africa pour ce numéro de l'international. Bien sûr, le contexte l'oblige. Le prélude, bien sûr, du mois, à l'occasion de la tenue, bien sûr, de cette 3e édition des Pan-African Awards. Et bien sûr, parmi les principales thématiques de ce soir, nous parlerons du projet de création d'une monnaie unique au sein de l'espace du Liptako Gourma. Sikendoumbé. Effectivement, vous le savez, chers téléspectateurs, c'était en septembre dernier, le Niger, le Burkina et bien sûr le Mali signaient cette charte Liptako Gourma. Une charte qui mettait donc, qui jetait les bases de cette alliance, l'alliance des États du Sahel. Si l'enjeu, entre autres présenté du moins de premier abord, c'est bien sûr l'aspect sécuritaire. Il faut le dire également, ces 3 États pensent à une union monétaire. D'ailleurs, on parle de la création d'une monnaie unique. Quels sont les enjeux? On reviendra là-dessus dans le cadre de cette édition. Et toujours bien sûr dans le cadre de cette édition internationale, nous parlerons de l'opération spéciale militaire russe du côté de l'Ukraine. 1 an, 9 mois et 20 jours. L'opération lancée le 24 février 2022 serait-elle en train de connaître une phase décisive? La question se pose avec acuité, d'autant plus que bien sûr les enjeux, entre autres bien sûr de cette opération militaire, n'ont pas laissé l'Afrique indifférente. Un contexte de malaise entre bien sûr le continent africain et le bloc occidental qui nous pousse à nous interroger ce soir sur bien sûr les enjeux ou encore les leçons que devrait tirer le continent africain de cette opération qualifiée de nazification de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine. Voilà donc qui plante le décor de cette édition de l'international édition du 16 décembre 2023. De retour sur le plateau, bien sûr, de For You Media Africa. En direct ce soir, on le rappelle, de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Et bien sûr, pour nous accompagner ce soir autour, bien sûr, nos invités de ce soir, on démarre par vous, professeur Binam Bikoy. On rappelle que vous êtes écrivain. Professeur Pondi, pardon. On rappelle que voilà, vous êtes un expert des relations internationales, de la science politique entre autres. C'est un plaisir pour nous de vous avoir ce soir sur ce plateau de For You Media Africa. Bonsoir à vous, professeur Pondi. Merci beaucoup, bonsoir. Et je suis heureux d'être là pour ce débat qui certainement sera fort intéressant. On l'espère également. À vos côtés également, Nicolas Arpéo. On rappelle que vous êtes économiste. Visage, un habitué d'ailleurs des plateaux de For You Media Africa durant cette 3e édition des Pan-African Awards. Bonsoir à vous, monsieur Abéou. Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous pour justement aborder les problèmes essentiels que vous venez d'évoquer. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'éclairer ceux qui nous écoutent. Et je crois que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, l'Afrique doit prendre le train des sauvetages en chemin. Donc je suis à votre écoute pour les différentes questions. Effectivement, professeur, c'est d'ailleurs avec vous qu'on va commencer en ce qui concerne la première thématique, puisqu'on parle de la création de cette monnaie unique au sein de l'Alliance des États du Sahel. C'est une nouvelle, en tout cas, qui a réjoui la plupart des Africains. Dans quelle mesure cette monnaie, professeur, peut être bénéfique non seulement pour ces 3 États, mais pourquoi pas pour toute la sous-région est-africaine? Bien, merci. D'abord, il faut rappeler avec force ce que l'on appelle le triangle de souveraineté d'un État. Oui. Être souverain pour tout le monde, ça veut dire que c'est vous le dernier décideur. Ceux qui utilisent le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé le franc CFA, ils ne sont pas souverains parce que le souverain, c'est la France qui a inventé pour ses propres intérêts le franc des colonies françaises d'Afrique. Peu importe, même si on l'habille pour l'appeler le franc de la communauté financière ou bien le franc de la coopération en Afrique centrale, tout ça,
Ça veut dire qu'ils ont affaire à des nègres qui ne savent pas réfléchir. On peut les tourner en bourrique et puis ça marche. Lorsque des pays ont été mis dans cette situation et qu'ils ont pris leur indépendance politique, eh bien, ils ont rejeté le franc des colonies françaises d'Afrique et ils ont battu monnaie. Parce que l'indépendance politique et la souveraineté monétaire sont deux faces de la même médaille. Oui. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes indépendant et vous avez une monnaie en exil. Donc, pour revenir à l'actualité, les Africains souffrent depuis longtemps parce que justement, ils n'ont pas cette souveraineté. Donc, nous disons avec force que ce qui se passe au Sahel, Oui. l'association des États du Sahel, compte tenu du niveau qu'ils ont atteint, ils n'ont pas d'autre choix que de battre la monnaie du Sahel. Laquelle monnaie du Sahel, certes peut prendre un autre nom, hein, mais c'est un système qui est ouvert à tous les États africains. Parce qu'il nous faut la monnaie unique africaine. Oui. Comme je le disais, la souveraineté d'un État ou bien d'un groupe d'États, c'est d'abord la monnaie. Quand on dit monnaie, c'est trop technique. C'est l'argent. Deuxième point du triangle, c'est la défense et sécurité. Et enfin, troisième point, c'est le droit positif, sinon la Constitution. Si vous n'avez pas la monnaie, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas vous armer. Vous êtes donc esclavagisable à tout moment. C'est le cas des Africains où nous sommes. Donc les trois États du Sahel nous donnent un grand espoir. Oui. Grâce à la monnaie unique qu'ils vont faire, j'insiste sur le mot unique, parce qu'il y en a encore qui font des confusions à parler de monnaie binaire, monnaie commune. Non, il s'agit de la monnaie unique, Oui. c'est-à-dire une monnaie qui remplace toutes les monnaies existantes. D'accord. Donc, la monnaie unique africaine a sa base au Sahel. Ok. Et les autres États vont venir s'intégrer et utiliser la même monnaie unique africaine. Évidemment, les économistes sont là pour embrouiller les gens, pour dire qu'il faut des critères de convergence. C'est-à-dire pour Oui. que tous les pays africains puissent se converger et utiliser la même monnaie, il y a des critères de convergence, comme, parce qu'ils font référence à l'Europe, etc. Pour nous qui parlons au peuple, et surtout à la jeunesse, il faut dire de façon simple, d'ouvrir les yeux. Et je vous donnerai 5 cas. Allez-y. Allez-y. Le premier cas, c'est celui des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire quand les 13 colonies anglaises ont pris leur indépendance politique vis-à-vis donc de l'Angleterre, ils ont décidé de faire le dollar leur monnaie unique. Car, rappelons-le, il y avait plusieurs monnaies aux États-Unis. Et à partir de là, tous les autres pays qui ont intégré la fédération, ils utilisent tous le dollar. C'est une décision politique. J'insiste sur le mot politique. Il n'y a pas d'autres critères. Ça, c'est le premier point. Allez. Le dollar, au lieu de 50 pays réunis, qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Oui. Le dollar marche très bien. Le second point, le second exemple, c'est le Canada. 10 provinces, 10 pays qu'on appelle 10 provinces. Ils ont dit le dollar canadien est notre monnaie et le Canada marche très bien. Il n'y a pas d'autres critères de convergence. C'est une décision politique dont les Africains ont peur. Ils ont peur de prendre la décision politique. Troisième cas, c'est la Chine populaire. La Chine populaire, c'est 30 provinces, pour ne pas dire 30 pays. À l'instant où nous parlons, c'est 1,4 milliard de personnes. Mais avant 1949, les Chinois étaient moins de 500 millions et ils mouraient de faim. Ils mangeaient même de la chair humaine. Quand Mao Tse-tung et ses amis ont pris le pouvoir d'État, ils ont pu asseoir solidement la Banque populaire de Chine qui bat la monnaie unique de la Chine qu'on appelle le yuan ou bien le renminbi. Ils ont mis les Chinois au travail. Les Chinois ont travaillé. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, ils sont 1,4 milliard
400 millions. Mais qui est assis sur le toit du monde? Ouais. C'est la Chine qui finance les États-Unis d'Amérique, il faut le savoir. C'est la Chine qui finance l'Union européenne. C'est la Chine qui finance tout le monde. Tous les pays du monde. Pourquoi? Parce que celui qui crée la richesse, c'est l'être humain. Encore faudrait-il mettre à sa disposition les moyens financiers pour, en un mot, il faut payer l'individu et il travaille. Ça, c'est le troisième écart. C'est qu'on demande aux Africains de faire, qu'ils ne font pas. Quatrième exemple, c'est la Suisse. La Suisse est un État fédéral, c'est-à-dire qu'il y a 26 cantons. En fait, ça veut dire 26 pays. Et en Suisse, notez-le bien, que ceux qui nous écoutent cherchent sur Internet tout de suite et nous tiennent la contradiction. Il y avait 860 monnaies différentes en Suisse. Je reprends. 860 monnaies différentes en Suisse. C'est ce qu'on appelle la pagaille monétaire. L'État fédéral suisse a pris une décision politique pour mettre fin à toutes ces monnaies. Et ils ont mis en lieu et place une seule monnaie unique. Par décision politique. J'insiste sur le mot politique. Aujourd'hui, quiconque dans le monde veut mettre en lieu sur son épargne, où il va? C'est en Suisse. Ouais. Ce sont là des choses. Ça n'a rien à voir avec toutes les théories spéculatives des économistes. Je m'excuse même si je suis classé parmi les économistes, mais nous parlons avec sérieux à nos compatriotes africains qui souffrent. Ça, c'est quatre exemples. Ouais. Le cinquième exemple, c'est la Russie. Ouais. La Russie, quand en 1991, la Russie a été démantelée par les Occidentaux, eh bien, 26 pays sont restés ensemble. Et au lieu de battre chacun sa monnaie, ils ont conservé ce qu'on appelle le rouble russe, à ne pas confondre avec le rouble soviétique. Voilà, ils utilisent la monnaie unique russe. Et avec cette monnaie, les Russes ont pu non seulement réorganiser leur économie, mais ils ont pu s'armer puissamment. Aujourd'hui, l'Occident, tous les pays occidentaux se battent contre la Russie. Mais ils n'y parviennent pas. Parce qu'ils ont pu utiliser leur monnaie unique pour se mettre au travail et faire preuve d'inventivité. Et le sixième exemple, pour que les uns et les autres comprennent, c'est le franc CFA. Pourquoi? Allez-y. Le général de Gaulle, quand il a été libéré de l'Allemagne nazie grâce aux Africains, eh bien, il a pris un décret. Un décret. Il a dit à son ministre de l'économie et des finances, René Pleven, de lui préparer un décret. René Pleven, accompagné de son ministre des colonies, Jacques Soustelle, de lui préparer un décret de création des francs des colonies françaises d'Afrique. Quand ce décret a été prêt, eh bien, le général de Gaulle n'est même pas passé voir l'Assemblée nationale. Non. Un simple décret, et ils ont créé le franc des colonies françaises d'Afrique, et ils l'ont imposé à toutes les colonies et une fois de plus, c'est une décision politique. C'est une décision politique. Parce qu'il y a des gens qui vous embrouillent, qui embrouillent tout le monde. Ce sont des décisions politiques. Quand on est souverain, on prend la décision politique. C'est ça. Et c'est ce que la jeunesse doit comprendre. Alors Nicolas, peut-être un mot rapidement, bien sûr, sur ce que vient de dire. Non, je voudrais tout simplement, merci beaucoup, je voudrais simplement renforcer le propos de mon collègue. En fait, ce dont souffre l'Afrique aujourd'hui, c'est une peur. Parce qu'elle est victime d'intimidations qui ne disent pas leur nom. Exact. Il y a un double langage. D'un côté, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Nous serons prêts à vous suivre dans n'importe quelle décision que vous prendrez. Ça, c'est la face visible. Mais il y a tout un stratagème. Il y a tout un ensemble de mécanismes d'intimidation qui ne disent pas leur nom, mais qui sont réels. Exemple. Remontons un peu l'histoire. Celui qui sera le premier secrétaire général de l'OUA s'appelle Aboubacar Diallo Telli. C'est Aboubacar Diallo Telli qui a piloté l'entrée de la Guinée
aux Nations Unies au moment où la Guinée a dit non au général de Gaulle en septembre 1958. Donc, pour de renoncer à la communauté française, il n'y a pas de problème. Mais que de tracasseries. Ça a été un parcours du combattant pour la Guinée d'accéder au rang de membre des Nations Unies, auquel il a droit. Donc, c'était déjà le double langage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ensemble des personnes qui ont prôné l'indépendance économique, c'est-à-dire la souveraineté monétaire de l'Afrique, qu'est-ce qui leur est arrivé? Pour la plupart, ils ont été tués. C'est ça la vérité. Prenez Thomas Sankara. Son discours qui a été fatal pour lui, c'est celui qu'il a tenu à l'OUA, en disant « Nous ne devons rien à qui que ce soit, bien au contraire, nous avons remboursé plus de 3 fois cette dette. » Bon, mais il a dit, malheureusement encore, que si je suis seul à suivre ce chemin, je ne serai plus avec vous l'année d'après. C'est précisément ce qui était arrivé. C'était par rapport aux questions monétaires, aux questions financières et à la souveraineté économique et financière de l'Afrique. Le dernier en date, c'est qui? Mohamed Kadhafi. Le 20 octobre 2011. Qu'est-ce qu'il emporte? C'est ce que nous venons de faire à Yaoundé, c'est-à-dire la finalisation du Fonds monétaire africain. Donc c'est pour corroborer ce qu'il vient de dire, que c'est un problème important. Mais les Africains, jeunes et vieux, doivent surmonter leur peur, aller droit au but et être déterminés à enfin pouvoir, d'une part, décider des politiques économiques qu'ils voulaient entreprendre, et d'autre part, d'être en mesure de les implémenter. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les politiques aussi, surtout... Quand je dis politique économique, c'est l'ensemble. Bien sûr. Oui. Dans tous les domaines. Recherche, scientifique, technologie, économie, tout. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas. Ça reste des discours creux et des discours plats. Et c'est ce qu'on a vu depuis 60 ans pratiquement. C'est pourquoi vous soutenez la thèse selon laquelle il y aurait une inadéquation entre ce... Non, entre ce qui est dit et ce qui est bien entendu, il y a une opposition qui est réelle. Mais il y a encore quelques années, professeur... Mais il faut surmonter cela, justement. Oui, le président français actuel, Emmanuel Macron, disait justement aux Africains qu'ils sont libres de sortir du franc CFA. Non, laissez ça. C'est ce qu'a dit le général de Gaulle après la crise. En septembre 1958, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, vous êtes libre, vous voulez l'indépendance, vous l'avez. On a vu ce qui s'est passé par la suite. Bien, moi je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Ceux-là qui ont mis le franc des colonies françaises d'Afrique en jeu, ils ont le devoir de nous maintenir à travers ces francs CFA en captivité. Parce que c'est un élément essentiel de la souveraineté. C'est ça. Donc, il ne s'agit pas maintenant, on connaît tout ça. La question qui est posée, et c'est par là que vous avez commencé, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous disons, le soleil ne brille pas de la même manière au zénith qu'au couchant. Aujourd'hui, ce qui se passe sous nos yeux, nous-mêmes on pensait ne jamais voir ça. Ce qui se passe au Sahel, mais c'est une occasion unique en son genre. D'abord, il faut rappeler avec force, lorsqu'on a dit on va déclarer la guerre au Niger, mais de façon spontanée, le Mali et le Burkina ont dit si vous déclarez la guerre au Niger, vous nous déclarez la guerre. C'est le concept de la sécurité. Ça, c'est de façon exceptionnelle et ici nous devons rendre hommage de façon publique à ces pays-là. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire de Gbagbo, la France est venue frapper la Côte d'Ivoire de Gbagbo. Dans le continent africain, de 54 pays, et personne n'a réagi. Ce n'est pas qu'on était indifférents, non. Mais parce que nous ne sommes pas unis. Donc, je disais, le problème, le premier point du triangle de souveraineté, c'est la monnaie. Donc, il faut la monnaie unique africaine. Cette monnaie unique africaine commence au Sahel. Et les autres pays africains doivent saisir cette occasion. Et j'ai déjà balayé sur le premier obstacle qu'on appelle le critère de convergence. Maintenant, les gens vont poser la question, mais si on bat notre monnaie, qui va garantir notre monnaie? Parce que c'est ça. La garantie de la monnaie unique africaine sera faite par les Africains eux-mêmes à l'aide de leurs
matières premières stratégiques qu'ils détiennent en abondance, Vous pensez que parmi lesquelles l'or, le diamant. Le contexte est-il favorable aujourd'hui, notamment au centre de cet espace du Liptako-Gourma? Nous savons par exemple qu'un pays comme le Niger actuellement subit, entre autres, les sanctions de la CEDEAO et ainsi de suite. Et la CEDEAO, tout ça, laissez ça de côté. Je suis en train de parler avec gravité de la vraie solution. Parce que si demain, les Africains ont leur monnaie, vous ne voyez pas les conséquences positives? La CEDEAO qui agit actuellement contre l'Afrique, c'est parce que la CEDEAO, l'Union africaine, tout ça, ils sont financés de l'extérieur. Et c'est celui qui finance qui commande. Donc, ce n'est pas là le problème. Il faut s'attaquer à la racine. Si demain, nous, les Africains, nous avons notre propre monnaie, au nom de quoi nous ne pouvons pas financer l'Union africaine? Nous aurons les moyens objectifs pour financer l'Union africaine, financer la CEDEAO, etc. Et on aura un système favorable aux Africains. Donc, il faut s'attaquer à la racine du mal. Une des questions majeures qu'on pose, si on a notre monnaie unique, comme je l'ai dit, on dit qui va garantir? J'ai dit, les Africains vont garantir eux-mêmes leur monnaie unique avec l'or, le diamant qu'ils tiennent. Pour mémoire, le dollar américain est assis sur 8200 tonnes d'or en arrondissant. Objectivement. Vous croyez que les 54 pays africains n'ont pas de l'or? Tous les pays d'Afrique ont de l'or, le diamant. Et pour mieux illustrer ce que vous dites, Burkina Faso a récemment inauguré une... Oui, donc on va aller à l'essentiel parce que l'émission est très importante et malheureusement, il y a toujours la contrainte du temps. Donc, ils peuvent garantir avec, au Maou c'est 8200 tonnes, mais ils peuvent garantir même avec 20 000 tonnes d'or, 30 000 tonnes d'or. On a les moyens. Il s'agit d'utiliser ces moyens en faveur de l'Afrique. C'est ça. Et le dernier point, il y en a plusieurs, mais je vais mettre les gens à l'aise. La monnaie unique africaine, quand elle va naître, les Africains en toute souveraineté. Le mot souverain, je vous ai déjà dit, ça dit, c'est vous le dernier décideur. Au-dessus de vous, il n'y a plus personne, sauf Dieu. Donc, ils peuvent exiger, suivez mon regard, d'être payés ni en dollars, ni en euros, mais en MUA, monnaie unique africaine, comme Vladimir Poutine l'a fait. Avant, quand on le disait, on dit les Aboum, là, ce sont des rêveurs, etc. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est là. Tout à fait. Donc, la monnaie unique africaine, elle sera garantie, je répète, par la valeur synthétique des matières premières stratégiques que détiennent les Africains, parmi lesquelles il y a l'or, le diamant, le coltan, etc. Ça, c'est déjà un. Le régime, ils vont vous parler du régime d'échange fixe, par-ci, par-là. Il sera un régime d'échange flexible, pour des raisons simples. On va s'adapter à la loi de l'offre et de la demande, etc. Mais dans tous les cas, si on dit payez-nous en MUA, c'est la monnaie unique africaine, l'offre, c'est une question de demande. L'offre étant, la demande étant supérieure à l'offre, le prix augmente. Va bien sûr augmenter. Donc c'est ça. Donc il ne faut pas avoir peur. Au moment où nous parlons à la jeunesse africaine, car c'est pour eux que nous luttons, ils doivent comprendre ça, c'est la réalité. Merci. Merci, professeur. Je voudrais quand même dire aussi que tenons compte des raisons pour lesquelles il y a des peurs. C'est parce que notre système scolaire, du primaire au secondaire, au supérieur, travaille sur des hypothèses économiques fausses. La première étant que l'Afrique est un continent pauvre. Je crois que c'est ça, c'est le point de départ. Bon. Et l'idée, c'est qu'elle ne pourra jamais s'en sortir en dehors d'une stratégie d'aide publique au développement. Donc, je crois que quand vous partez de cette hypothèse qui est biaisée, vous travaillez déjà sur des bases qui ne sont pas défendables. Et c'est sur ça que nos économistes classiques travaillent comme étant des hypothèses immuables. Je crois que c'est très dangereux. La deuxième chose, c'est que nous ne consultons jamais les analystes ou penseurs africains. Parce que même dans les organisations économiques ou internationales africaines, vous ne voyez jamais des citations, en fait, des travaux des économistes africains. C'est grave, hein, ce que je suis en train de dire. Cheikh Anta Diop a écrit en 1960, je dis bien 1960, le plan détaillé d'industrialisation de l'Afrique.
il n'a jamais été cité nulle part dans les organismes internationaux officiels africains. Nulle part. Or, qu'est-ce qu'il dit dedans? Justement, il propose que l'ensemble des richesses africaines soient mutualisées. Le diamant du Libéria, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, que tout soit mis à un point commun. Même chose pour le cuivre, vous imaginez? Bien sûr. Vous imaginez le cuivre de la Zambie, qui est parmi les plus grands producteurs de cuivre du monde, amalgamé à d'autres. L'or, le cobalt. Bon. Ça veut donc dire que si ces produits, nous produisons plus de 45% de toutes les richesses minières du monde. D'où vient-il qu'on parle de la faiblesse d'une monnaie africaine adossée sur ces richesses énormes qui ont justement bâti les économies des autres? Je crois qu'il est temps pour nous de sortir des fausses hypothèses, non seulement économiques, mais aussi dans tous les autres domaines d'ailleurs, qui ont comme objet de minorer l'Afrique, de la marginaliser, parce que ça c'est une notion que moi personnellement j'aborde, j'ai horreur de ça. Comment pouvez-vous être à la marge de vous-même? C'est pas possible. Sur le plan même physique, c'est impossible d'être à la marge de soi-même. Quand on considère soi-même comme le moteur de son propre développement, on ne peut jamais être à la marge de celui-ci. Donc, je pense que le problème vient déjà de notre système d'éducation, qui a créé une culture de la dépendance, une culture, justement, de la subordination acceptée et intériorisée. Et nous partons de ces fausses hypothèses pour justement voir l'Afrique comme étant, non pas ce qu'elle est, mais ce que les autres ont imaginé qu'elle est. Et je crois que c'est vraiment ça le vrai problème. Voilà. Merci à vous, professeur Pondy. Vous semblez relever un point très important, celui notamment de la réforme également du système éducatif. Une réforme qui s'impose à tous les niveaux. Ça c'est sûr et évident. Voilà. Il y a la question d'un téléspectateur. C'est vrai que certes, vous avez d'ailleurs répondu à cette question, mais c'est important. Le téléspectateur met en avant les critiques qui ont été faites, qui sont faites par certains économistes en ce qui concerne justement la création de cette monnaie. Certains économistes estiment que la production de monnaie dépend de l'économie ou alors d'une politique économique efficace et estime justement, effectivement, c'est la question du téléspectateur, il estime que ces trois pays n'ont pas une véritable politique économique efficace. Qui décide sur ces hypothèses? Bien. Faites très attention. Écoutez, je dis, il faut dire simplement à ceux qui nous écoutent. Quand on dit monnaie, c'est trop technique. Hein? C'est l'argent. C'est l'argent. Oui. L'argent utilisé aux États-Unis s'appelle le dollar. L'argent utilisé en Iran s'appelle le rial. Tout ça, ils ont un dénominateur commun, c'est ce qu'on appelle la monnaie. Tant que vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez rien faire pour être plus simple. Okay. Autrement dit, l'argent précède la production. Je reprends. Oui. Même si ça peut gêner ce que vous appelez les économistes. Vous voulez avoir, par exemple, une maison. Qu'est-ce qu'il faut? Les forces de travail sont là. Je vais construire par exemple une belle villa de 5 pièces. Je n'ai pas besoin d'aller importer du personnel. Les gens sont là. Je les paye, ils produisent. Ils vont produire la maison, c'est un bien. Et c'est valable pour tous les biens. Donc il faut avoir l'argent pour mettre les forces de travail en mouvement. Le génie productif qui sommeille dans le peuple, il faut avoir les moyens pour le mettre en production. Okay. C'est ce que fait la Chine. C'est ce que font tous les pays. Donc, quand on veut maîtriser un pays, on met la main sur sa monnaie. Vous avez compris? Oui. Je crois que tout le monde comprend ça. Ça, c'est sûr. Donc, ce que je voulais dire, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre MIA, monnaie unique africaine? Allez-y. Eh bien, on va industrialiser les économies africaines. Le mot industrialiser, c'est trop complexe, mais ça veut dire tout ça. Transformer en produits finis toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques. Où ça? En Afrique même. Là, vous parlez de l'impact justement de cette monnaie unique africaine. Vous comprenez? C'est le moyen puissant pour industrialiser les économies africaines. Avec cette monnaie unique africaine, nous allons satisfaire
nos 13 ou 14 besoins essentiels que je vais égrener rapidement. Rapidement, ensuite on va prendre... Premier besoin, c'est manger. Oui. Manger veut dire élever les industries alimentaires pour que tous ceux qui sont sur le continent africain souffrent de la surabondance alimentaire. Vous voyez la métaphore? Il aura tellement à manger que c'est l'Afrique, non seulement elle va se nourrir, mais elle va nourrir le monde entier. Donc, élever les industries alimentaires. On va financer ça. On a besoin de personnes. L'arme alimentaire est une réalité. Beaucoup d'Africains ne le savent pas. C'est pourquoi ils jouent avec. Deuxième besoin, quand vous mangez, il faut boire. Tous les médecins sont unanimes pour dire que l'être humain est composé à 75% de l'eau. Ce qui veut dire que si vous donnez de l'eau non potable à un être humain, vous l'empoisonnez, vous le tuez. Donc, élever les industries de l'eau. Troisième besoin, se vêtir. Les balles de coton qu'on met dans les bateaux pour aller servir d'autres pays ne vont plus prendre le chemin de l'exil, mais seront introduites dans les entreprises industrielles de l'Afrique. Et on va sortir les produits finis, qui sont les tissus et tout le reste. Je passe rapidement. Ouais. Le quatrième besoin, c'est dormir. Dormir dans des logements décents, avec une vision claire, que d'ici 10 ans, nous ne voulons plus voir des taudis sur le continent africain. La question centrale, est-ce que c'est possible? La réponse est 1000 fois oui. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons de l'espace vital en Afrique. Deuxièmement, on a une main-d'œuvre pléthorique. Oui. Donc on peut construire des millions et des millions de logements par an. Parce que nous avons les moyens pour les payer, tous ceux qui vont travailler. Cinquième besoin, dans la maison, il faut éclairer. Oui. Donc l'énergie, on peut financer. Il y a l'énergie, toutes les énergies renouvelables, que ce soit l'énergie solaire, la biomasse, la géothermie, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, tout ça, on peut financer. Oui. Il faut avoir l'argent, on aura cet argent-là. Sixième besoin, il faut se déplacer. Se déplacer sur quoi? Sur des routes. Oui. Des millions de bras sont là, il faut les payer, on peut construire les routes. Ensuite, se déplacer dans les véhicules qui sont produits en Afrique, pour que les gens se déplacent de façon saine et non pas être entassés les uns sur les autres comme des sardines dans une boîte. Les cerveaux pour produire les véhicules existent, ils demandent d'être payés. Ensuite, huitième besoin, il faut financer l'éducation nationale. Avec une vision très claire que, par exemple, dans l'enseignement primaire comme dans l'enseignement secondaire, il ne faut pas plus de 30 élèves par classe. Même au lycée et collège, on met les internats. Tout ça pour sortir les cerveaux. Ensuite, l'enseignement professionnel, tout ça, ça sera développé parce qu'on a les moyens. Ensuite, voilà. Ensuite, le 9e besoin, la santé. Il faut développer des centres de soins primaires dans les villages, les dispensaires et les hôpitaux dans les villes et affecter le personnel soignant qui a été formé déjà dans les universités. Et quand on dit la santé, il y a non seulement cet aspect, mais il y a aussi élever la sécurité sociale pour que tous ceux qui vont se soigner, qui vont aller voir le médecin ne tremblent pas, parce qu'ils seront remboursés. Et enfin, toujours dans la santé, élever les laboratoires pharmaceutiques pour qu'on puisse produire nous-mêmes nos propres médicaments. Tout est en Afrique, tout. Encore faudrait-il se donner les moyens objectifs pour financer tout ça. Ensuite, après la santé, je vais rapidement, c'est la défense. La défense. Il n'y a pas longtemps, je vous disais, le triangle de souveraineté, c'est quoi? C'est la monnaie, la défense. Si vous ne pouvez pas vous défendre, vous êtes esclavagisable à tout moment. C'est dans ça que nous sommes depuis plus de 600 ans. Donc, ici et maintenant, les gens avaient tout prévu, sauf l'arrivée de qui? De Vladimir Poutine
en Russie. Aujourd'hui, si nous avons notre monnaie, nous pouvons élever une armée fédérale, ça sera une des solutions, une armée fédérale africaine financée sérieusement et rendre l'armée fédérale invincible. Parce que nous aurons eu même accès même à la bombe atomique. Pour que l'Afrique soit en sécurité. L'Afrique n'est pas là pour attaquer les gens, mais l'Afrique est là pour se défendre. Oui. Ensuite, un des besoins, financer les nouvelles technologies de l'information et de la communication, car nous sommes dans un là. Et là, je termine en disant, il faut aussi financer la culture, notre culture, financer le tourisme, etc. Bref, je termine définitivement sur ces besoins pour dire, si nous avons notre argent, nous pouvons financer l'Union africaine, nous pouvons financer la CEDEAO, etc., pour que toutes ces organisations ne jouent pas contre l'Afrique. Donc vous voyez que l'argent est au centre. L'argent est bien sûr au centre, professeur. Merci beaucoup. On sort sur cette question avec vous. Oui, justement, je voudrais quand même rappeler que quand on nous écoute, je souhaite rappeler aux Africains qui nous écoutent que beaucoup de ces programmes existent bel et bien. Mais le problème, c'est qu'ils sont ignorés ou alors mis de côté. Quand le professeur parle tout à l'heure de l'agriculture et de la nourriture, mais il suffit de prendre les 3 grands bassins de l'Afrique. Le bassin du Limpopo, à lui tout seul, peut nourrir l'ensemble du continent. Le bassin du Congo, lui aussi peut faire la même chose. Le bassin du fleuve Sénégal, parce qu'il ne faut pas qu'on apparaisse comme si nous sommes en train de dire des choses qui sont irréalisables. C'est bel et bien, et il y a des études qui ont été menées qui prouvent parfaitement qu'un seul de ces bassins peut nourrir l'ensemble du continent. Bon, ça, c'est la première chose. L'autre chose dont il vient de parler, c'est par rapport aux infrastructures routières. Il existe bel et bien des autoroutes transafricaines. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces autoroutes transafricaines qui partent donc du Caire au Cap et de Dakar à Mombasa. De Dakar à Mombasa, oui. C'est ça. Mais ces tracés sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les pays africains, n'y croyant pas beaucoup, demandent toujours des financements extérieurs. Voilà. Et c'est comme si vous demandez à quelqu'un de vous donner de l'argent pour vous autonomiser de lui. Il ne le fera pas. Non. Alors, on décourage ces autoroutes. On essaye de faire en sorte qu'elles ne soient pas alignées d'un bout d'un territoire à l'autre. Tout ça, c'est donc des méthodes. Je veux dire que ça existe. Mais encore faut-il que nous soyons sérieux dans tout cela. Bon, maintenant, il a parlé du domaine médical. Mais il faut savoir que, là encore, l'idée que c'est la médecine occidentale qui est la clé de voûte de tout, moi je conteste cela. Parce qu'en fait, quand vous prenez 10 Africains, il y a une étude qui montre que sur 10 Africains, 7 ne mettent jamais les pieds dans une formation médicale de type occidental. 7. Dans pratiquement aucun village, vous allez voir des hôpitaux de type occidental ou des pharmacies. Mais les gens se soignent tous les jours. Tout à fait. Et la meilleure preuve que cette médecine traditionnelle fonctionne, comme je l'ai dit l'autre jour, c'est qu'en 1960, il y avait 250 millions d'Africains. Aujourd'hui, nous sommes 1 milliard 300 millions. Donc ça va plutôt à la hausse. Ça veut dire que quelque part, la médecine traditionnelle africaine a montré ses preuves, même si elle est moquée, même si elle est ridiculisée. La vérité, c'est que nous avons peut-être d'autres codes de travail, d'autres méthodes qu'on doit améliorer, qu'on doit systématiser, qu'on doit maintenant rendre plus sécurisées. C'est vrai. Mais le résultat est là, au niveau des populations qui s'en sortent et qui survivent. Bon. Je voudrais terminer en disant que quand on prend les pays qui se sont mis ensemble, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, ils font partie des pays où il fait le plus bon vivre, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Ce sont des pays qui ont mis ensemble leurs infrastructures, leur monnaie, leur langue, le Kiswahili. Et donc c'est un microcosme déjà de ce qu'on peut essayer, ce qu'on peut espérer voir plus tard. Donc il faut qu'on arrête de penser que ce sont des choses en devenir. Moi je ne suis pas d'accord. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Bien sûr, c'est pas ce qu'il a dit. Mais je dis que les autres qui nous écoutent ne croient pas que c'est des choses qui n'existent pas. Ça existe bel et bien. Vous prenez ces 3 pays-là, vous allez voir que, d'ailleurs, l'Afrique est le continent où le paiement par téléphone est le plus avancé au monde, je crois bien.
Je crois bien, professeur. Voilà. Donc, on a des domaines comme ça où nous sommes en avance, non pas en retard. Mais dans notre tête, le plus dangereux pour moi, ce sont les Africains eux-mêmes, qui ne croient pas en tout ça. Non, ils croient davantage aux théories, aux hypothèses, aux équations. Fausses. Précisément parce qu'elles sont venues d'ailleurs, alors elles sont supérieures. Nous avons un problème. Nous avons un problème psychologique. Je dirais même pire. Nous avons un problème psychiatrique. C'est-à-dire qu'on doit être analysé sur le plan de la psychiatrie. Cette haine de l'Afrique qui a été véhiculée, qui a été maintenant le plus grand opposant de l'Afrique, c'est d'abord l'Africain. Donc tout ce qu'il dit là, c'est regardé avec scepticisme. Non pas par ceux qui ne sont jamais allés à l'école, mais par ceux qui ont été moulés à comprendre que rien de bon ne peut sortir d'Afrique. Voilà où est notre danger. Merci à vous, professeur Pondi, Nicolas. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.